RRB, l'invité du matin. Bonjour Jean-François Bodin. Bonjour Nicolas. Hier, le vice-rectorat a présenté les examens 2022 et vous recevez justement le vice-recteur ce matin. Eric Roser, bonjour. Jean-François Bodin, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation alors que l'on arrive effectivement dans cette fameuse période des examens de fin d'année. Alors cette année, elle ne va pas du tout ressembler aux précédentes pour plusieurs raisons. D'abord parce que la réforme du bac va être déployée totalement, on va en parler dans un instant, mais aussi parce qu'après 2 ans un peu compliqués, elle va se faire dans une situation sanitaire normale. J'imagine que pour vous, c'est quand même une satisfaction et un soulagement. Alors c'est un soulagement, oui. Le retour à la normale nous permet effectivement de dérouler les examens tels qu'ils sont prévus par les référentiels, alors que vous vous souvenez, à la même époque, l'année dernière, nous étions conduits et obligés de modifier et donc de délivrer les examens exclusivement sur la base du contrôle continu. Voilà, donc soulagement et retour à la normale. Alors retour à la normale, et c'est pour ça que l'an dernier, vous n'aviez pas pu développer toute la réforme du bac et notamment l'organisation de ce grand oral qui est sans doute l'une des grandes nouveautés de cette année 2022 en Calédonie pour les filières générales et technologiques. C'est vraiment la grande nouveauté. C'est la grande nouveauté, c'est-à-dire effectivement, nous n'avions pas pu l'année dernière mettre en place cette épreuve du grand oral. Donc c'est la première fois que les candidats qui ont suivi l'itinéraire du nouveau lycée présenteront à l'examen cette épreuve qui valorise leur capacité à développer un sujet, à l'argumenter, à répondre en quelque sorte aux questions du jury sur des questions, sur des sujets qu'ils ont eux-mêmes travaillé pendant l'année. Donc ils ont travaillé, ils choisissent le sujet du grand oral ou ils ont un choix éventuellement parmi plusieurs sujets? Alors les élèves pendant l'année de terminale donc suivent les 2 enseignements de spécialité dont on va parler tout à l'heure et sur ces enseignements de spécialité, ils dégagent 2 problématiques, 2 questions qu'ils travaillent, qu'ils préparent et qui ensuite sont proposées au jury et le jury les interrogera sur l'une de ces 2 questions. Donc ça c'est l'autre grande nouveauté de la réforme du baccalauréat, le choix de ces 2 épreuves de spécialité. Ça veut dire que ça engage l'élève déjà dans une voie lorsque en fin de seconde ou de première, il se dit voilà les 2 épreuves de spécialité que je vais choisir pour le bac, il est déjà dans un tuyau? Il est loin d'être dans un tuyau, il est dans un choix progressif qui, à la fin de la classe de seconde, l'amène à retenir, en quelque sorte, 3 enseignements de spécialité, c'est-à-dire 3 matières, avec lesquelles, d'une part, il a une affinité personnelle, une affinité intellectuelle, mais qui correspondent également à son projet de futur dans l'enseignement supérieur, son projet d'études. Post-bac. Post-bac. Et là, il faut effectivement, d'une part, rassurer les élèves, parce qu'effectivement, c'est une certaine... Choisir, c'est déjà s'engager. Donc, forcément, c'est la première fois où on est obligé d'affirmer et de s'interroger et de faire ce choix. Néanmoins, rassurons-nous, le choix n'enferme pas l'élève dans une voie qui lui permettrait pas d'avoir d'autres ouvertures. D'une part, ce choix est progressif. On choisit 3 enseignements de spécialité en première et en terminale, on en conserve 2 parmi ces 3 enseignements de spécialité. Donc, c'est finalement un choix progressif. Et d'autre part, et là, l'expérience l'a prouvé sur les 2 dernières années, sur l'expérience de Parcoursup Métropole et celui de Nouvelle-Calédonie, bien sûr, quand on a choisi des enseignements de spécialité, on a des ouvertures sur des enseignements supérieurs qui sont connexes. Alors, bien sûr, il faut tout de même les choisir dans des domaines qui soient assez correspondants avec son avenir. C'est-à-dire, si on a plutôt des affinités de nature sciences humaines, littéraires, on choisit des enseignements de spécialité qui y correspondent. Si on a des affinités scientifiques, on choisit des enseignements de spécialité qui correspondent. On peut panacher les 2 si on veut se laisser plus d'ouverture. Il y a 14 choix possibles. Il y a 14 choix possibles. Oui. Alors, le contrôle continu compte pour 40% dans la note finale du bac. Les 2 épreuves de spécialité, le grand oral compte pour combien, elle? Alors, les 2 enseignements de spécialité, c'est-à-dire les épreuves que les élèves de terminale commencent aujourd'hui, puisqu'elles ont commencé à 7h30 ce matin, ces 2 épreuves spécialité comptent pour 16% du baccalauréat chacune, donc 32% pour les épreuves de spécialité, auxquelles s'ajoutera, bien entendu, le grand oral. Donc, on voit bien que cet itinéraire d'enseignement de spécialité, qui est beaucoup plus ouvert que la réforme précédente du baccalauréat, enfin que la situation précédente du baccalauréat, qui était en 3 grands tuyaux, 3 grandes séries pour la voie générale, là, effectivement, affirme et compte d'une manière significative
pour le baccalauréat. Alors il reste une épreuve hors catégorie, j'allais dire, puisque c'est la philosophie qui maintient finalement ce qu'elle était dans les bacs précédents. C'est-à-dire que ce sera une épreuve écrite au mois de décembre, comme d'habitude. Exactement, oui, la philosophie, vraiment, l'histoire de la philosophie et du lien de la philosophie avec l'enseignement secondaire est très affirmée en France particulièrement. Et cette épreuve phare, en quelque sorte, cette ouverture vers une discipline de réflexion qu'est la philosophie, se traduit toujours par l'épreuve de philosophie qui se passera au mois de décembre. Et finalement, comme épreuve écrite sur le bac général et technologique, ce sera la seule. Alors que d'habitude, dans les sessions précédentes, les élèves de terminale passaient dans un temps très resserré du mois de décembre la totalité de leurs épreuves du baccalauréat, mis à part le français qui, lui, se passe en fin de première. Alors sans rentrer dans le détail, on va parler rapidement aussi des bacs pro et des CAP, puisque la nouveauté, c'est que les élèves qui ont choisi ces filières pendant 2 ans travaillent un projet et ils présentent ce qu'on appelle sous forme de chef-d'œuvre lors des épreuves de fin d'année, ça compte 50% dans la note. Là aussi, c'est presque une révolution, cette façon de voir les choses. Alors, c'est effectivement un élément très significatif de la valorisation de la voie professionnelle. C'est-à-dire, effectivement, les diplômes, les référentiels restent dans leur construction même, c'est-à-dire une part d'enseignement général, mais surtout des enseignements professionnels qui préparent les élèves à un avenir d'insertion professionnelle lié aux spécialités qu'ils choisissent. Et là a été installée une démarche de projet qu'on appelle le chef-d'œuvre, c'est-à-dire que lié à leur domaine professionnel, ils développent eux-mêmes un projet sur les 2 ans, sur la classe de première et de terminale. Et au niveau du baccalauréat, ils passent un oral qui compte, alors pas pour 50%, qui compte pour une partie de l'enseignement de la totalité des coefficients du baccalauréat. Voilà, mais c'est très important parce que ça, d'une part, ça valorise le parcours de l'élève. Il a notion de chef-d'œuvre, c'est-à-dire j'ai un peu construit un projet dont je suis assez fier finalement, et d'autre part, une place de l'oral dont on sait qu'elle est importante dans la vie sociale, de présenter ce projet, de le défendre, de l'argumenter, de le valoriser, de réfléchir en quoi ce projet lui a permis de mieux comprendre le domaine professionnel dans lequel il est. Et donc voilà, je crois que c'était important de dire que dans les réformes actuelles, il y a la place de l'oral et que tout le spectre des élèves qui sont engagés dans un circuit qualifiant, eh bien, que ce soit la voie professionnelle, voie générale ou voie technologique, ont cette valorisation du projet. Alors on a détaillé un petit peu avec vous les grandes nouveautés, les grands axes de ce nouveau bac, parce qu'il faut bien parler de nouveau bac. Ça fait très longtemps qu'il y a eu quelques ajustements, évidemment, sur les épreuves du baccalauréat, mais des bouleversements de cette nature de mémoire de vice-recteur, ça remonte sans doute à quelques années. C'est des changements qui sont assez profonds. Est-ce que vous avez, par les retours que vous avez, vous pensez que les parents, les élèves s'y retrouvent aujourd'hui ? Alors, effectivement, cette réforme du baccalauréat, notamment pour la voie générale, est la plus significative qu'on n'ait jamais connue, puisque auparavant c'était des blocs de matières qu'on appelait des séries, et là, et qui étaient relativement cloisonnés. Là, c'est une ouverture du choix que l'on commence à la fin de première et terminale. Alors, on l'a évoqué tout à l'heure, c'est effectivement un moment qui peut générer de l'inquiétude, du stress, en se disant est-ce que je vais faire le bon choix ? Bon, je le disais surtout tout à l'heure. Très jeune. Parce qu'on le fait très jeune, on le fait à la fin de la classe de seconde. Donc, je le rappelle, il n'enferme pas, et la réalité de Parcoursup le montre. Je veux dire, il y a des domaines connexes qui sont ouverts parmi les choix que l'on a fait. Donc, c'est une réforme très forte, très significative, sans doute la plus importante qui a été faite ces dernières décennies. Elle a comme volonté, d'une part, de mieux préparer à l'enseignement supérieur, c'est-à-dire d'affirmer que dans un bloc de disciplines, des compétences davantage disponibles pour réussir dans l'enseignement supérieur, donc la place de l'oral aussi qu'elle a donnée, qui était tout de même minorée dans notre formation. Et enfin, autre avancée très significative pour le baccalauréat, c'est la part de contrôle continu qui compte pour l'examen. 40% des points qui comptent pour le baccalauréat relèvent du contrôle continu, c'est-à-dire des notes qu'on a obtenues de la classe de première et dans la classe de terminale. Alors ça, c'est la volonté de cette réforme. Maintenant, est-ce que dans les faits, les parents et les élèves s'y retrouvent ? Est-ce que vous sentez qu'il y a des difficultés ? Est-ce qu'il faut un peu un temps d'adaptation ? On pense à des familles qui ont connu leurs aînés avec un bac d'un certain type et ils arrivent sur les enfants les plus jeunes avec un bac d'un autre type. Ça ne doit pas être simple à gérer. Alors, c'est toujours un moment où on a besoin de conseils et le rôle du professeur principal s'affirme encore plus dans cette réforme comme éclairant, en quelque sorte, accompagnant l'élève dans ses choix. Et d'ailleurs, dans cette réforme, justement, dans la part
de la mise en œuvre des horaires d'enseignement, il y a ce qu'on appelle l'accompagnement personnalisé, qui vise à aider bien entendu les élèves qui ont des difficultés, à faire venir ceux qui veulent plus d'ouverture, mais surtout, une part de cet accompagnement personnalisé, c'est l'aide à l'orientation. Précisément, le corollaire de la réforme, c'est d'accompagner l'élève dans ses choix et donc de le préparer à ses choix et de réfléchir à son orientation. C'est un processus long, l'orientation. Donc, ça y contribue. Ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que cette réforme, certes, elle se déploie de façon totale cette année, mais elle est préparée déjà depuis 2-3 ans, notamment dans les classes de seconde, première. Elle a été évolutive et les élèves ont eu le temps de se l'accaparer avec leurs parents. Ils ont eu le temps de se l'accaparer, on en tirera le bilan, parce que là, c'est vraiment la première année où elle donne sa pleine mesure. Un mot peut-être, parce que c'est aussi une nouveauté cette année, la correction numérisée pour les professeurs. J'imagine que c'est un chantier à mettre en œuvre qui n'est pas si simple que ça. Alors ça simplifie quand même les choses par rapport à la correction manuelle. Exactement. Donc effectivement, on est passé pour le baccalauréat et pour le BTS à la correction dématérialisée, c'est-à-dire que les élèves passent leurs épreuves écrites dans leur centre d'examen, leurs copies sont numérisées dans le centre d'examen et ensuite il y a une application qui gère tout cela et le correcteur corrige les copies sur écran. Donc ça, d'une part, effectivement, simplifier le processus, et notamment dans nos territoires, qui sont tout de même des territoires assez étendus. Et il faut savoir aussi que nous avons compétence aussi sur le baccalauréat qui se passe à Wallis et Futuna, mais aussi au lycée français de Port-Vila. Et donc ça simplifie considérablement les transferts matériels de copies. Et puis, d'autre part, ça aura aussi une autre vertu, c'est que ça nous permettra de faire des statistiques sur les questions qui ont été réussies ou pas, parce que comme sont enregistrés les éléments du barème, eh bien, ça nous permettra aussi d'avoir une visibilité beaucoup plus fine de ce que les élèves ont réussi sur l'épreuve et des points d'amélioration. Alors, généralement, à cette période d'année, quand les examens de fin d'année commençaient, les élèves avaient un peu l'impression de jouer à la fois tout ce qu'ils avaient fait depuis la seconde et un peu leur avenir, en disant si j'échoue, ça va mal se passer. On leur donnait des tas de conseils, concentrez-vous, déstressez-vous, etc. Aujourd'hui, il y a 40% de la note qui est déjà acquise finalement par le contrôle continu, donc les élèves peuvent être un peu moins déstressés, un peu plus déstressés encore par rapport à ces épreuves de fin d'année? Ça, je le pense, oui, effectivement. On entendait souvent dans les angoisses précédant les épreuves du baccalauréat ce sentiment, qui était réel d'ailleurs, de jouer l'essentiel de son baccalauréat sur les épreuves. Alors, c'était plus un sentiment qu'une réalité, parce qu'un élève qui avait un parcours n'avait pas de grande inquiétude pour traverser les épreuves qui le concernaient. Mais je crois aussi que ça donne finalement un spectre beaucoup plus large d'évaluation sur le baccalauréat. Il y a tout de même 40% de l'examen qui s'observe sur l'itinéraire des différentes matières en première et en terminale. Un mot pour terminer, monsieur le vice-recteur, il y a des corrections qui vont changer, etc. Les résultats seront connus assez rapidement? Alors, les résultats du baccalauréat seront connus le 14 décembre pour ce qui est de la première étape, et les élèves qui auront entre 8 et 10 passeront les épreuves de rattrapage, qu'on appelle le second groupe d'épreuves, et les résultats définitifs pour cela seront affichés et publiés le 21 décembre. Eh bien, on attendra ces résultats avec intérêt. Merci beaucoup, Éric Roser, d'avoir été avec nous. Merci à vous.